Alors, je vais me présenter. Je suis Patrick Landman, je suis médecin, psychiatre, psychanalyste. J'ai également une formation juridique, je suis juriste. Par ailleurs, je suis aussi pédopsychiatre et actuellement, j'occupe plusieurs fonctions. D'une part, je suis président d'une association à Montreuil qui gère un certain nombre d'établissements pédopsychiatriques et je suis aussi président du comité scientifique d'une association de parents d'autistes, AEVE, Autisme vers l'école, et qui est Espoir vers l'école. Et je suis aussi président d'une petite association à laquelle je tiens beaucoup, qui est Initiative pour une clinique du sujet, Stop DSM. DSM, peut-être les gens ne savent pas ce que c'est la classification américaine des maladies mentales, qui est devenue, je dirais, la référence pratiquement mondiale concernant le diagnostic, concernant le traitement, mais surtout concernant la recherche et l'épidémiologie en matière de psychiatrie et de santé mentale. Le diagnostic psychiatrique pour un psychanalyste. Alors, le diagnostic psychiatrique a évolué dans la représentation que l'on en a, je dirais, dans la société et dans la culture. Le diagnostic psychiatrique, quand j'étais un jeune praticien, il était discriminatoire, il était honteux, et on ne donnait pas le diagnostic psychiatrique aux patients, parce qu'on avait l'impression on les stigmatisait. Il est vrai que depuis un certain nombre d'années, le diagnostic psychiatrique n'a plus cette image aussi négative. Il est même parfois réclamé. Il y a pour ça tout un tas de raisons, tout un tas de facteurs qui ont amené à l'évolution de l'image et de la représentation du diagnostic psychiatrique. Mais le problème, c'est que le diagnostic psychiatrique tel qu'il est actuellement en vogue, c'est un diagnostic psychiatrique essentiellement fondé sur la classification américaine des maladies mentales, dite DSM, qui est une classification qui est essentiellement avec des repères comportementaux et qui est donc une classification particulière. Et elle est, je dirais, facile d'accès dans la mesure où les comportements sont observables, ils sont d'une certaine manière entre guillemets objectivables, surtout qu'on ne cherche pas à aller au-delà de l'observation des comportements. On répertorie les comportements, on les classe et on donne un certain nombre de, je dirais, de noms à ces classements qui sont ce qu'on appelle des troubles mentaux. Alors, maintenant, l'évolution n'est pas que négative, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une évolution vers trop de simplicité ou trop de, je dirais, de médicalisation. C'est une évolution aussi qui est anti-stigmatisation, c'est-à-dire que maintenant les gens réclament un diagnostic, pas seulement parce que c'est une ouverture de droit, parce que certains diagnostics psychiatriques sont considérés comme des handicaps psychiques ou des handicaps mentaux, et donc ils ouvrent des droits, ce qui est tout à fait légitime pour ceux qui ont ce type de handicap ou pour les parents qui ont à élever des enfants handicapés psychiques, handicapés mentaux. Là-dessus, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est un droit parfaitement légitime. Mais il n'est pas réclamé uniquement pour ça. Il est réclamé parce que les gens ont le sentiment que quand on met un nom, entre guillemets, scientifique, sur leur souffrance, ils sont déjà un peu soulagés. J'ai presque envie de dire c'est un effet placebo du diagnostic psychiatrique. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on dise vous souffrez de telle maladie pour que immédiatement, pas toujours, mais que les gens prennent en disant ah, on a mis un nom, c'est déjà un pas, je vais pouvoir aller voir sur Internet, je vais pouvoir aller me renseigner, je vais savoir exactement ce que j'ai. Ça fait le lien social également. Il y a plein de sites, de forums où les gens qui ont le même diagnostic ou qui sont supposés avoir le même diagnostic peuvent dialoguer, échanger des informations et éventuellement se donner des conseils. Donc ces fonctions, je dirais, presque communautaires du diagnostic psychiatrique qui n'existaient pas quand j'étais un jeune praticien parce que à l'époque, le diagnostic psychiatrique était vraiment très archaïque, et ou alors il était, et c'est le sens de votre question, il était finalement repéré où il était conçu selon des catégories communes à la psychanalyse et à la psychiatrie. Entre guillemets, c'était évidemment pas des noces ou d'une lune de miel, c'était un peu probablement une certaine coïncidence historique qui faisait que ces deux disciplines étaient à ce point
nouée. Donc le dénouement qui se passe actuellement n'est pas étonnant d'une certaine façon, parce que c'était un nouage un peu artificiel. Alors pour le diagnostic, c'était ce qu'on appelle des diagnostics de structure psychique. Il y avait les gens qui étaient névrosés, les gens qui étaient psychotiques, les gens qui étaient pervers, les gens qui étaient à limite, borderline, comme on dit maintenant. C'était des diagnostics. Mais ces diagnostics, ce n'était pas simplement pour, je dirais, pour donner un nom ou pour, à la souffrance. C'était un repère pour le type de travail psychothérapique ou psychanalytique que l'on entreprenait. Parce que quand on a affaire à quelqu'un à qui on donne le diagnostic de névrose ou à quelqu'un à qui on donne le diagnostic de psychose, avec évidemment une marge d'erreur, on ne travaille pas de la même façon dans la psychothérapie, dans le soutien psychologique ou a fortiori dans la psychanalyse. Ce n'est pas la même chose que de donner un diagnostic sur des comportements. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant les cartes sont un peu brouillées. Donc moi je travaille avec deux références. Je dirais la référence sociale commune, qui est la référence DSM, parce que les gens la demandent, la réclament ou en parlent. Et en même temps, je travaille moi en profondeur quand j'écoute les gens, quand je soigne les gens, je travaille avec ma propre référence, qui sont des références de structure, des références psychanalytiques, qui me permettent de me situer autrement dans le cadre du travail avec chaque sujet différemment. Alors, l'idée que la psychanalyse serait une pseudo-science est une idée déjà ancienne. Il est certain que ça tient à l'histoire même de la psychanalyse. Pourquoi? Quand vous réfléchissez, Freud, il s'est intéressé à quoi? Il s'est intéressé justement à ce que la science, à ce que la raison, je dirais même plus en général, laissait de côté, laissait dans l'ombre. La psychanalyse ne serait jamais apparue sans le mouvement des Lumières, ce qu'on appelle le mouvement des Lumières, et avec évidemment cette émergence de la raison et de la science. Mais Freud a très bien compris que la science, la raison, laissait dans l'ombre, et les lumières, je vais dire sans faire de jeu de mots, laissaient dans l'ombre un certain nombre de choses sur lesquelles justement il a voulu apporter un éclairage rationnel, et pas un éclairage religieux. C'est-à-dire que la religion avait son domaine, elle pouvait, d'une certaine façon, à sa façon, je dirais, éclairer un certain nombre de choses comme les phénomènes inconscients, les phénomènes inexpliqués, les phénomènes occultes, voire la folie. Et Freud ne s'est pas situé dans cette perspective-là. Il a cherché à éclairer ce que la science, la raison laissait de côté, mais de façon rationnelle. Alors, est-ce qu'il l'a fait au point de créer une science? Je pense que c'était son objectif. Freud était vraiment très attaché à la science. Je ne pense pas qu'on puisse dire raisonnablement que la psychanalyse est une science au sens de la physique ou au sens évidemment de la biologie. Néanmoins, il est bien évident qu'il y a une certaine scientificité et une certaine rationalité scientifique dans la psychanalyse. Mais c'est une, je dirais, c'est compliqué. Tous les épistémologues qui s'intéressent à cette question se sont heurtés à la complexité du phénomène, du fait que on touche à des choses qui sont inconscientes. On ne peut pas en administrer la preuve comme on peut administrer la preuve d'un certain nombre de choses qui sont conscientes. Donc déjà, il y a un obstacle, je dirais, fondamental. Par ailleurs, chaque cure psychanalytique est particulière. On ne peut pas faire une induction générale à partir d'une seule cure, en dire voilà, tous les gens qui vont faire une psychanalyse passeront par ce type de phénomène ou passeront par ce type d'interprétation. Donc là aussi, on a une grande difficulté. Néanmoins, on a des preuves indirectes quand même que la psychanalyse, c'est pas, je dirais, une pseudo-science, c'est pas un charlatanisme. La preuve, c'est qu'il y a une communauté de gens qui pensent, il y a une communauté de gens qui acceptent les limites, qui acceptent éventuellement les échecs de la psychanalyse, ce qui permet éventuellement, comme dans toute, je dirais, recherche scientifique, de reprendre, de réélaborer les choses. Ce qui ne se fait pas dans les sciences occultes ou dans les sciences, je dirais, ou dans les phénomènes de charlatanisme. Là, ils ont toujours raison d'une certaine façon. Mais l'objectif de la psychanalyse, c'était finalement la raison, les lumières, la science laisse de côté un certain nombre de choses. Allons voir ce, avec notre esprit rationnel, pour quels sont les phénomènes qui sont laissés pour compte par la raison, essayons de les expliquer, de les éclairer.
Alors, est-ce que la psychanalyse est une science? La première réponse est non. C'est non si on entend par science la science physique ou la science biologique. Alors, est-ce que la psychanalyse n'a pas quand même un certain rapport au raisonnement scientifique? Parce que le raisonnement scientifique, en tout cas à mes yeux, a une valeur, je dirais, épistémologique, c'est-à-dire d'explication, de, de rationalité supérieure à tout autre raisonnement. Donc je pense que la psychanalyse s'adosse à ce type de raisonnement, mais du fait de ces spécificités dont j'ai parlé, en particulier l'inconscient, la folie, etc., elle ne peut pas être comparée à une science dure, ce qu'on appelle une science dure. Mais elle n'est pas une pseudo-science, c'est-à-dire que c'est une science de la subjectivité, c'est une science, je dirais, du un par un, du cas par cas, et les généralisations, les théories sont toujours fragiles et toujours à remettre en question chaque fois qu'il y a un cas qui vient contredire ce qu'on pensait. Parce que dans la psychanalyse et dans la pratique psychanalytique, on ne raisonne pas en scientifique, on raisonne effectivement avec des critères qui sont des critères théoriques, mais qui ne sont pas des critères rigides. Sont pas des critères. On n'attend pas au tournant ce qu'on sait déjà. Donc on essaye chaque fois d'adapter au cas par cas, au un par un, tout en ayant un certain nombre de repères qui sont des repères rationnels, qui sont des repères qui ont été opératoires et qui peuvent être opératoires à condition de les adapter au cas par cas. Donc c'est une science du singulier, c'est une science du sujet, avec le côté paradoxal que ça peut avoir, puisqu'on dit bien souvent que la science est du côté de l'objectif et non pas du côté du subjectif. Mais c'est un débat éternel, et je considère que appeler la psychanalyse pseudo-science, c'est péjoratif, c'est dénigrement de la psychanalyse. En fait, la psychanalyse travaille avec la rationalité, travaille avec, je dirais, un raisonnement qui a une valeur épistémologique, mais ça n'est pas une science au sens où on l'entend généralement, on entend ce mot généralement. Mais là aussi, il faudrait développer. Alors la question de l'évaluation des pratiques ou des, je dirais, des cures psychanalytiques. Alors c'est une question difficile. On confond plusieurs choses. L'évaluation telle qu'on la conçoit dans la psychiatrie, dans la santé mentale, c'est une évaluation qui n'est pas scientifique, c'est une évaluation statistique. Il faut, et on confond statistiquement, je dirais, significatif avec scientifiquement prouvé. C'est pas la même chose. On peut éventuellement montrer qu'un médicament est statistiquement, on peut le montrer qu'il est efficace dans certains cas. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on connaît parfaitement son mécanisme d'action et qu'on prouve scientifiquement qu'il est efficace. Alors pour les cures psychanalytiques, c'est particulièrement difficile parce que si vous comparez avec des cures comportementalistes, je vais prendre un exemple qui va paraître peut-être caricatural, mais qui est quand même assez parlant. Si vous recevez quelqu'un qui se lave les mains 50 fois par jour, parce qu'il a ce qu'on appelle un trouble obsessionnel compulsif, un TOC, je crois que le mot est rentré dans les mœurs, un TOC. Si au bout de 3, 4 mois, 6 mois, moins de travail comportementaliste, il se lave les mains que 10 fois, vous pouvez mesurer l'évolution, considérer qu'il il y a des critères de changement qui sont positifs. Mais quand vous faites une cure psychanalytique, vous allez penser quoi? Qu'au bout de 6 mois, un an, il a résolu la moitié de son Oedipe, qu'il a résolu le quart de son Oedipe, les 3 quarts de son Oedipe. Je caricature, mais c'est très complet. Donc, ce qu'il faut, c'est pour évaluer les cures de psychanalyse, il faut trouver, je dirais, des indices qui sont des indices propres, je dirais, des indicateurs de changement qui soient propres et qui soient compatibles avec la pratique de la cure de psychanalyse. Et en même temps, vous ne pouvez pas faire des groupes témoins. Donc on est dans des situations très complexes. Mais il y a, je crois que vous l'avez invité, il y a Jean-Michel Turin qui fait un travail extraordinaire qui permet d'évaluer les cures psychanalytiques et qui a adapté le système de l'évaluation à la spécificité des cures psychanalytiques. Alors, on accuse les psychanalystes, à juste titre, d'utiliser souvent un jargon incompréhensible, un peu comme dans Molière, les médecins utilisaient un jargon pour cacher leur ignorance. Là, c'est pas tout à fait la même chose.
Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est l'influence de Lacan. Lacan est un génie. Il a apporté un grand, grand théoricien. Il a apporté des choses absolument exceptionnellement importantes, mais il a effectivement, je dirais, un type de rapport au langage, une façon d'exprimer les choses qui pousse un certain nombre de disciples, un certain nombre de tenants de ces théories à limiter ou à trouver, je dirais, la source pour jargonner. Ça, c'est le premier point. Je ne pense pas que Lacan lui-même jargonnait, il avait sa propre langue, mais il a, je dirais, cette langue a eu une postérité un peu de jargon ou de dogmatisme qui fait que les gens jargonnent et croient qui se font comprendre parce qu'ils se comprennent entre eux. Et puis il y a le problème de la complexité de l'objet de la psychanalyse, qui fait qu'on ne peut pas expliquer ça comme ça simplement. Mais je pense que c'est un effort à faire, un effort d'explication, un effort de communication, parce que c'est important. Et ceux qui expliquent le mieux, je dirais, la psychanalyse, ce sont les patients. Les patients, beaucoup plus que les psychanalystes eux-mêmes, sont à même de dire ce qu'ils ont éprouvé, de ce qui s'est passé pour eux dans les cures. Parfois ça a été difficile, parfois ça a échoué, mais ils expliquent beaucoup mieux, au fond, comment ça marche une psychanalyse, et comment ça marche une cure psychanalytique, et à partir de là, quel type d'enseignement, éventuellement théorique, on peut en tirer. Mais plaquer un jargon sur une cure, ça ne marche pas. Moi, ça fait 40 ans que j'exerce la psychanalyse, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Les psychanalystes emploient un jargon, c'est indiscutable, pas tous, pas toujours, mais il y a cette tendance à jargonner, comme beaucoup d'experts, ils sont sujets à ce type de dérive. La meilleure façon de couper court, c'est d'interroger les gens qui ont fait une cure psychanalytique, qui ne sont pas psychanalystes eux-mêmes. Ils expriment la façon dont ça se passe dans une cure, la façon dont ça s'est passé pour eux dans une cure, de façon très personnelle, et ils ont parfois cette capacité à dépasser simplement l'expérience personnelle pour permettre effectivement quelque chose de transmissible à des gens qui eux-mêmes ont fait une autre expérience ou n'ont pas fait cette expérience. Donc moi j'ai envie de dire, la meilleure façon de couper court au jargon, c'est de demander aux analysés, aux analysants, comme on dit, de s'exprimer sur les cures, et vous verrez que là, il n'y aura pas de jargon. Ils emploieront des mots simples, des mots qui sont les leurs, et pas des mots d'experts ou des mots tirés de telle ou telle Bible psychanalytique. Alors, une psychanalyse qui serait représentée comme quelqu'un qui dit pas un mot, qui est un mur en quelque sorte, et d'un autre côté un patient qui souffre et qui s'époumonne à exprimer sa souffrance, et d'un autre côté il est laissé pour compte par le. C'est pas sérieux, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors peut-être qu'il y a des cas où ça s'est passé comme ça, je ne le conteste pas, mais ça me paraît pas vraiment être l'objectif de la psychanalyse. Alors évidemment, on ne peut pas être dans l'interaction comme on l'est dans d'autres types de travail médicaux ou psychologiques. Il y a un certain, je dirais, retrait qui est nécessaire pour laisser advenir un certain nombre de choses qui sinon ne peuvent pas advenir, en particulier des phénomènes inconscients qui ne peuvent pas advenir. Mais on est, je dirais, à l'écoute permanente de ce que l'on entend. Et le travail du psychanalyste, c'est un retrait actif. Et moi, je ne me prive pas de faire des interventions, de faire parfois des interprétations, faire des scansions, comme on dit, d'interrompre ce que dit le patient pour lui poser des questions. Je ne pense qu'il y a un minimum. Par ailleurs, il y a ce qu'on pourra appeler une certaine, je dirais, responsabilité par rapport à quand on reçoit quelqu'un. On sait très bien qu'il joue parfois sa santé, il joue parfois même sa vie. J'ai des patients qui sont dans ce cas. Donc on ne peut pas être dans l'indifférence euh, telle que c'est présenté, dans la froideur, c'est pas comme ça. Mais, encore une fois, la spécificité du travail analytique exige un certain recul, un certain retrait, une certaine discrétion de la personne du psychanalyste, de façon à laisser le patient occuper toute la place, et ça n'empêche pas qu'il y ait une interaction, évidemment.
La responsabilité du psychanalyste, c'est pas simplement de faire en sorte que le patient fasse une cure psychanalytique, c'est d'être éventuellement sensible aux accidents de cette cure, d'être sensible aux difficultés éventuellement que peut rencontrer le patient au cours de la cure et d'adapter, pourquoi pas, le cadre ou la technique à ces difficultés. Et puis c'est une responsabilité dans la mesure où beaucoup de patients, pas tous, mais ils jouent leur santé mentale quand ils viennent voir un psychanalyste. Ils jouent parfois leur vie. Pas toujours, il ne faut pas dramatiser, mais c'est un enjeu important. Donc cette responsabilité, moi je la considère comme très importante et elle exige du psychanalyste qu'il soit tout sauf indifférent à ce qu'il entend, sinon ce n'est pas un travail de psychanalyste. Alors, la situation analytique du patient allongé et du psychanalyste derrière dans son fauteuil, oui, il y a une privation sensorielle qui est probablement une intuition intelligente de Freud, une intuition, je dirais presque neuroscientifique ou cognitiviste, je ne sais pas comment il faut dire, qui fait qu'il faut une privation sensorielle pour permettre, je dirais, que se déploie un certain nombre de choses qui ne se déploient pas dans une conversation ordinaire avec une interaction importante. Mais il ne faut pas interpréter ça comme une indifférence ou une distance excessive du psychanalyste. Le psychanalyste doit être à l'approche, il doit être tout près de ce qu'il entend. Ça ne veut pas dire qu'il doit intervenir à tout moment, mais il doit être prêt. Pourquoi? Parce qu'il a une responsabilité. Pas simplement la responsabilité de mener la cure, mais une responsabilité tout simplement par rapport au patient qui est venu et qui parfois, dans certains cas, joue sa peau, joue sa santé mentale, et on ne peut pas être indifférent dans ce genre de circonstances. Donc oui, il faut un retrait pour permettre qu'émergent un certain nombre de choses qui, si la personne du psychanalyste est sans cesse occupante de l'espace, ne pourront jamais émerger, mais non à une indifférence ou à une froideur, ça c'est totalement, je dirais, hors de propos, à mon sens. La psychanalyse et le contemporain. Oui, la psychanalyse s'inscrit dans le contemporain, car je pense, pour tout un tas de raisons, mais en particulier le fait que les, les gens ont de plus en plus besoin de parler, de communiquer, de se retrouver sur ce champ très particulier, purement humain qu'est la parole. Et la psychanalyse est fondée sur la parole, elle est fondée sur l'écoute de la parole. La psychanalyse est contemporaine parce qu'il y a une crise de la science, il y a une crise de la religion, et elle apporte à son niveau beaucoup plus modeste un certain nombre, je dirais, de questionnements et un certain nombre d'élaborations qui sont utiles pour soulager le sujet qui souffre de, je dirais, de l'emprise de plus en plus forte des, des, des religions, et même des religions scientifiques, enfin, il faudrait développer. Et puis elle est contemporaine également, je dirais, de la place euh, que l'on donne de plus en plus au, à la libération des femmes, à la libération des, je dirais, à l'égalité des sexes, etc., qui sont inscrites dans la doctrine psychanalytique, même si parfois elles sont niées par les psychanalystes, mais il suffit de regarder déjà Freud à son époque était en avance, Lacan et bien d'autres ont prolongé dans ce domaine, et il y a actuellement des livres qui paraissent, qui sont tout à fait dans ce registre-là, et qui sont, contrairement à ce qu'on peut croire, la psychanalyse s'adapte aux mœurs, s'adapte à l'évolution des mœurs, et s'adapte à l'évolution de la société, et j'ai envie de dire, on est dans une phase de peut-être de psychanalyse postmoderne, et en tout cas c'est ce que je souhaite. La psychanalyse ne produit pas des miracles, mais elle produit parfois des avancées, des gains de savoir qui sont absolument incroyables. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma pratique d'entendre les patients me dire «Ah, j'y avais jamais pensé à ça», et ça leur ouvre tout un horizon d'élaboration, de compréhension. Ils changent de position. Et tout à coup, ils voient leur histoire familiale d'un autre œil, et ça les change. De fait, ça les change. Et ça, je crois que c'est pas donné à toutes les psychothérapies d'utiliser ce type de technique. Il y a, à mon sens, dans la psychanalyse, quelque chose qui est fondamentalement subversif, dans la mesure où ça permet aux gens de dépasser un certain nombre d'idées
qu'ils ont sur eux-mêmes, sur leur famille, sur leur histoire. C'est un certain nombre de mythologies, et ils s'approchent de ce qu'on pourrait appeler une vérité, avec évidemment les guillemets qu'on peut mettre, parce que c'est une vérité particulière, ça n'est pas une vérité généralisable, ni encore moins une vérité universelle. Mais c'est ce rapport à la vérité qui est particulier à la psychanalyse, qui, moi, m'a toujours enthousiasmé. Actuellement, la psychanalyse subit un bombardement intensif. Et un collègue, Philippe Jaeger, pour le nommer, me disait qu'il me rappelait que Winnicott, un célèbre psychanalyste britannique, avait rappelé à ses collègues en 1940, et alors qu'ils étaient en train de se disputer sur des concepts, il leur a dit: je vous rappelle que nous subissons un bombardement intensif. À l'époque, c'était un bombardement réel, c'était un bombardement par l'armée allemande de Londres. Et les psychanalystes ont parfois tendance à oublier l'environnement, à oublier je dirais, ce qui se passe autour, ce qui se passe dans la société. Peut-être pas toujours, mais bien souvent. Et là, nous subissons un bombardement qui est un bombardement métaphorique, bien sûr, mais qui est un bombardement qui attaque la psychanalyse. Moi, je veux dire que on doit faire objection à la psychanalyse quand c'est nécessaire. On doit contester un certain nombre de choses que disent les psychanalystes. On doit faire face à ce type je dirais, d'opposition. Mais c'est pas uniquement cela. La psychanalyse a une œuvre civilisatrice, une œuvre humaine, une œuvre, je dirais, qui est de promouvoir l'émancipation du sujet, même si c'est difficile, même si c'est pas toujours réalisé. Je pense qu'il ne faut pas éteindre cette lumière que la psychanalyse a allumée, que Freud a allumée il y a maintenant un peu plus d'un siècle, et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette lumière pour éclairer des choses que actuellement ni la religion ni les sciences ne peuvent éclairer.